Guten Tag. Der Frankreich-Block ist heute im Institut Français in Stuttgart. Neben mir sitzt der Abgeordnete Frédéric Petit. Bonjour, Monsieur le député. Bonjour. Vous êtes le député des Français établis à l'étranger et votre circonscription, c'est l'Allemagne, Europe centrale et Balkan. C'est ça. Nous avons déjà eu un entretien en juillet dernier à Paris et je voudrais continuer avec vous notre entretien que nous avons commencé en juillet dernier. Entre-temps, le mouvement des Gilets jaunes est apparu en France. Le traité d'Aix-la-Chapelle a été signé et le président de la République a engagé un grand débat national en France. Ce sont nos trois sujets. En quelques mots, d'abord, qu'est-ce qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes ? Le mouvement des Gilets jaunes a été déclenché par un incident, on va dire, fiscal, une augmentation fiscale sur une taxe sur le gasoil. Mais je ne voudrais pas m'arrêter à ça. Je crois que ce que le mouvement des Gilets jaunes montre, c'est une fracture qui est très ancienne en France. C'est-à-dire la fracture entre une partie de la population qui ne se reconnaît plus dans ses élus, et je pense que cette fracture date pour moi des années 80, c'est-à-dire un moment où la politique française a commencé à tourner un peu en rond, voilà, à faire la droite contre la gauche, puis après la gauche contre la droite, et à ne plus s'occuper des affaires de la cité que pour savoir si ça allait permettre de gagner les prochaines élections ou pas. Voilà, c'était un peu le moment où j'ai quitté, où je me suis un peu éloigné de ce genre de soucis. Et je crois que c'est une crise qui est sortie et qui vient de très très loin dans la société française. Cette manière de faire irruption et de dire maintenant il faut nous écouter, il faut qu'on reparle des choses, etc. Les manifestations des Gilets jaunes ont été émaillées par beaucoup de violence au début, mais les casseurs ne font pas la majorité des Gilets jaunes. Or, les Gilets jaunes n'ont pas réussi de se démarquer de ces actes de violence. Qu'est-ce que vous pensez ? Oui, d'abord je voudrais rappeler quelque chose qui se voit rarement d'Allemagne, parce que quand on a une caméra, on regarde ce qui est sur l'image. Le mouvement des Gilets jaunes n'a jamais été un mouvement très nombreux par rapport aux manifestations normales en France. Le premier jour, on a été un peu plus de 100 000. Puis après, on est très vite venu à un étiage à 50 000 sur toute la France, hein, et des manifestations qui étaient autour de 10 000 à Paris, ce qui sont en nombre, ce sont des petites manifestations très diffuses, très soutenues par la population jusqu'à récemment, mais en nombre des manifestations assez petites. Et voilà, ce n'était pas des immenses mers humaines bloquant sur les Champs-Élysées. C'était assez circonscrits. Les violences sont apparues très tôt. Voilà, très tôt, en particulier l'acte 2 et l'acte 3. Et ce sont des violences qui, effectivement, ont certainement dépassé les organisateurs. Voilà, des violences organisées, des gens qui savaient comment jouer avec ça, avec la foule quand elle est là, et qui ont très vite débordé. Ce qui est assez surprenant, c'est que, contrairement à ce qui se passe d'habitude, et c'est lié au mouvement, en face des casseurs, il y avait des manifestants très désorganisés. En fait, je ne dis pas ça comme un reproche, mais qui n'avaient pas l'organisation d'un syndicat. Quand un syndicat organise une manifestation et qu'il y a des casseurs, le syndicat lui-même sait s'organiser pour y résister. Là, nous étions dans des manifestations moins nombreuses, mais aussi beaucoup plus diffuses et beaucoup plus mélangées, manipulables par les casseurs éventuels qui en ont profité. Comment voyez-vous le rôle des réseaux sociaux ? Je crois que les réseaux sociaux ont joué le rôle qu'on leur connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un rôle de diffusion. Et c'était le même qu'ils ont joué quand il y a eu la nuit debout il y a quelques années. C'est le même qui joue quand il y a des événements qui se passent aujourd'hui dans la foule. Je crois que les réseaux sociaux ont été évidemment
ils ont été l'outil principal l'outil principal des Gilets jaunes, c'est clair, mais ils ont été aussi peut-être leur faiblesse, hein, puisqu'ils étaient ouverts, et puis aussi peut-être... je ne vois pas de grande différence entre ce que les Gilets jaunes, entre le rôle des réseaux sociaux pour les Gilets jaunes, que pour la vie politique en général aujourd'hui. Dès qu'un ministre dit une phrase, ça passe sur les réseaux, dès qu'un député dit une phrase, ça passe sur les réseaux. Voilà, ils ont été logés à la même enseigne que tous, je dirais. Ça fait une caisse de résonance, mais une caisse de résonance permanente. Vous parlez aussi de la faiblesse. Les Gilets jaunes sont fiers qu'ils n'ont pas d'organisation politique. Est-ce une faiblesse ou une sorte de force pour ce mouvement ? Ça dépend quel est l'objectif. Moi, ce que je dis, et ce que j'ai souvent répété, c'est qu'il y a réaction à quelque chose qui, moi, me pesait depuis 40 ans. C'est-à-dire, il y a une réaction qui est citoyenne, il y a une réappropriation. J'ai déjà dit que pour moi, il y avait de l'intelligence citoyenne sur certains ronds-points. Il y a des choses qui se passent qui sont des choses positives. Par contre, moi, je suis un partisan de la démocratie telle qu'elle fonctionne. Je voudrais qu'il y ait un peu plus de démocratie directe, mais je ne suis pas pour que notre socle démocratique change. Je souhaite que notre socle démocratique soit un socle de démocratie par délégation, avec un minimum de temps pour essayer de réaliser. On ne peut pas régir et répondre aux questions complexes que le monde pose aujourd'hui, que l'économie pose aujourd'hui, avec des réponses oui, non systématiques. Il faut qu'on ait des gens élus qui ont le temps devant eux, qui peuvent proposer, qui sont évalués à bout de 4 ans, au bout de 5 ans, sur ce qu'ils ont proposé, les résultats qu'ils ont eus. Donc, par rapport à cette question de la non-organisation en mouvement politique des Gilets jaunes, c'est leur affaire. Hein. Je conçoit que c'est un mouvement extrêmement citoyen. Par contre, s'ils veulent devenir un mouvement démocratique, s'ils veulent avoir de l'influence, il faudra qu'ils rentrent soit dans de la démocratie indirecte, soit dans la démocratie d'influence, soit dans de la démocratie directe et qu'ils fassent un parti. Ainsi, vous avez évoqué le RIC, cet référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est très compliqué d'en penser quelque chose parce qu'il y a eu une cinquantaine de propositions différentes. Donc d'une part, je redis, je le répète souvent, il existe un référendum depuis quelques années en France, il existe un référendum d'initiative non gouvernementale en France, qui n'est pas aussi compliqué que ce que les gens disent à mettre en œuvre, puisque aujourd'hui nos oppositions seraient en état d'en faire un, qu'ils en fassent un. C'est en principe une grande nouveauté pour la V République, n'est-ce pas ? Tout à fait, mais ça existe déjà, c'est déjà en place. D'une part. D'autre part, nous avons proposé un certain nombre de solutions référendaires plus fréquentes dans notre parti. Nous y pensons depuis longtemps. Voilà. Et enfin, je peux me prononcer sur des propositions écrites. Il y a une proposition écrite de la part de M. Chouard, que j'ai critiquée par écrit, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Il y a un certain nombre de propositions. Je crois que le danger de solutions référendaires trop fréquentes et mal posées, c'est le danger qu'on a connu avec le Brexit, c'est-à-dire de qui décide de la question, qui décide que la question est valable, qui décide que la question est constitutionnelle, et on voit bien qu'une question mal posée peut bloquer un pays. Pourrait-on aussi parler des autres revendications des Gilets jaunes ? En principe, pour le SMIC et d'autres questions, l'exécutif a réagi assez rapidement, n'est-ce pas ? Oui, les demandes qui ont été faites, je dirais les demandes sociales immédiates ont été faites, la réponse a été faite. On a beaucoup critiqué le fait qu'on n'a pas fait une augmentation du SMIC, mais qu'on a fait une augmentation de l'aide à l'emploi, ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, qui correspond beaucoup plus à ce que voulaient les Gilets jaunes, puisque ça pouvait être dirigé, c'est un peu plus compliqué à organiser, mais ça pouvait être dirigé vraiment vers des gens qui n'ont pas les moyens de s'en sortir, mais qui ne sont pas forcément exactement au SMIC. Et donc je pense que les réponses ont été de bonnes réponses et rapides. Une des réponses de l'exécutif du président de la République était l'engagement d'un grand débat national. Vous en faites un ce soir ici à l'Institut français. Qu'est-ce que vous pensez, comment jugez-vous cette initiative du président de la République ? Moi, je la juge très favorablement. Je suis quelqu'un qui est tombé dans la marmite du débat quand il était petit, donc j'aime beaucoup ça. Je crois que
je le fais. J'en ai lancé d'ailleurs dans ma circonscription l'an dernier, sans attendre. On ne parlait pas encore des Gilets jaunes. Nous avons organisé, d'ailleurs dans cette salle aussi, il y a un an, un débat sur le budget de l'État, avec de la formation, avec du débat constructif, de l'appropriation par les citoyens des choses qui sont parfois un peu complexes à comprendre, mais c'est possible. Moi, je crois en l'intelligence et en la force des citoyens. Donc, j'ai pas été surpris. J'ai réagi très vite après le 10 décembre. Après le discours du 10 décembre, j'ai prévenu mes conseillers consulaires de la circonscription, tous les conseillers consulaires de la circonscription, et je leur ai dit, voilà une occasion de continuer ce qu'on a commencé, de continuer ce que je pense que vous êtes, c'est-à-dire vous êtes des élus locaux qui devaient faire débattre les gens. Et voilà, dans ma circonscription, il y en aura une trentaine, ce qui est assez exceptionnel. Moi, je vais participer à une vingtaine. Et c'est systématiquement, quasiment systématiquement organisé avec nos conseillers consulaires, qui sont des élus au suffrage universel dans chaque communauté des Français à l'étranger. Et c'est assez exemplaire. Je crois que ce qui se passe, c'est fort. Ce qui se passe, c'est fort. Il y a beaucoup de monde qui vient. Il y a un respect. J'ai des gilets jaunes qui viennent. J'en ai même un qui a fait le déplacement de France pour venir me voir dans une ville d'Allemagne. J'en ai qui sont gilets jaunes ou qui soutiennent des gilets jaunes mais qui habitent à l'étranger. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que c'était la contradiction, mais de la contradiction fraternelle. Je crois que la grande valeur qu'on est en train de retrouver, ou qu'on est en train de re-questionner, peut-être pour certains, c'est la troisième valeur au fronton de nos mairies, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que vous faites avec les résultats de ces débats que vous menez ? Alors comme moi, en plus je suis médiateur, vous le savez, donc je suis j'essaie de faire ça de manière très professionnelle, je veux dire, voilà, de faire très attention. Donc ce qui est important, c'est le cadre que je pose systématiquement au début, j'essaie de le poser systématiquement pour que les gens se sentent dans un cadre solide pour pouvoir débattre, parce que quand on veut débattre franchement et en opposition, il faut avoir un cadre qui tient autour de soi. Et puis je suis très attentif, moi, aux suites, c'est-à-dire que je mets systématiquement un verbatim de ce qui a été dit, que je mets sur le site du Grand Débat. Je vais mettre un lien dans cet article au-dessous de notre vidéo. Très bien, mettez un lien vers le Grand Débat. Et je crois que le site du Grand Débat est un site extrêmement transparent. Voilà, il y a quelques positions qui sont relativement communes, on pourrait dire, je crois, sur la transparence de la fonction publique, sur un certain nombre de choses. Ce sont des sujets qui, un peu d'ailleurs bizarrement, parce que ce ne sont pas des sujets que j'attendais moi forcément, sont des sujets qui ressortent très souvent et de façon unanime, presque unanime dans tous les débats auxquels je participe et dans ceux que j'ai pu suivre. Et puis il y a des oppositions, des gens qui disent non, moi je pense blanc et toi tu penses noir. Alors je le dis souvent, je l'ai dit à 3 ou 4 débats où on m'a posé la question directement. Moi je suis ravi que ce débat soit lancé, je suis ravi de l'engouement qu'il y a, je suis ravi du déroulement de ce que moi je peux en voir et de ce que j'en entends de mes collègues en France. Je crois qu'il ne faut pas en attendre une baguette magique pour régler la crise des Gilets jaunes. Pour moi, l'espèce de pression médiatique un peu stupide qu'il y a des grands journaux qui disent « Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire le 15 mars pour prendre le grand débat et pour répondre aux Gilets jaunes ?» Je crois qu'ils se trompent. D'abord, c'est pas ça qui va régler la crise des Gilets jaunes. Je crois que la crise des Gilets jaunes, elle a mis 40 ans à arriver. On ne va pas la régler en un coup de baguette magique. C'est quelque chose qui va faire partie de notre vie démocratique pendant quelques temps. Ça, c'est clair pour moi. Et je crois que le grand débat, il a un intérêt qui est beaucoup, beaucoup plus profond que de savoir si le 16 mars, il va y avoir une annonce qui va faire remonter du monde dans les sondages. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois profondément que ce qui est en train de se passer est peut-être pas fondateur, mais est au moins très, très utile à revivifier cette valeur de notre République qui est la fraternité. Quels sont les sujets que vous attendez ce soir ? Alors pour tout vous dire, ce soir je dois voir mes co-organisateurs pour qu'on prévoie la technique. D'accord. A priori, tous les sujets sortent. Moi j'ai une exemple. Eh bien, les 4 grands sujets, c'est-à-dire organisation de l'État, transition et des services publics, transition écologique, représentation démocratique et fiscalité. Voilà, en gros, on arrive toujours... C'est presque tout.
Oui, voilà. Les gens disent Macron a donné les sujets, on ne peut pas en sortir. D'abord, c'est faux. Sur le grand débat, il y a des tas de plages très ouvertes où on peut aller mettre les idées qu'on a dans quelque domaine que ce soit. Donc, je le dis, sur le site du grand débat, il n'y a rien qui est bloqué. Et je trouve aussi que ces 4 sujets, c'est une sorte de proposition. C'est un cadre. C'est un cadre. Une fois qu'on a parlé de ces 4 sujets, on a quand même fait le tour de pas mal de sujets qui sont posés à la République française aujourd'hui. Donc, voilà, je suis pas inquiet sur le côté, sur le fait que ce grand débat va traiter tous les sujets que les gens ont envie de traiter. D'ailleurs, il y a des sujets qui ne sont pas dans ces 4 thèmes et qui sont abordés des fois pendant nos débats. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on va s'organiser ce soir, parce que évidemment, comme on est plusieurs organisateurs, je fais mes propositions et on y vient après. Oui. Enfin, je voudrais parler avec vous du traité d'Aix-la-Chapelle. Est-ce que vous êtes satisfait de ce traité ? Ah oui, je suis très content. D'ailleurs, il y a quelque chose de très émouvant pour moi. J'étais à Aix-la-Chapelle et c'était très très émouvant en tant que député de la 7e circonscription qui comprend également l'Europe centrale et les Balkans. Les 4 qui ont pris la parole, c'est donc M. Macron, Mme Merkel, puis l'ancien Premier ministre polonais en tant que président de la Commission, Donald Tusk. Les vidéos sont tous sur le blog. Voilà, Donald Tusk. Et également le président de la Roumanie, puisque c'est la Roumanie qui a la présidence tournante en ce moment. Donc voilà, ma circonscription a accompagné le traité de l'Élysée à le traité d'Aix-la-Chapelle, et pour moi c'était très émouvant. Voilà, ce traité est à mon avis un traité cadre, un traité qui accompagne, qui a été très attentif à ce que les parlementaires ont dit. J'ai beaucoup de mal à entendre le reproche qui a souvent été fait que ce traité n'avait pas été préparé. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été débattu, qu'il était venu comme ça, qu'ils l'avaient fait tous les deux. On a fait le reproche que la préparation n'a pas été présentée d'une manière publique, mais sur le blog, j'avais bien documenté le travail du groupe. Voilà. Du groupe franco-allemand de 18 députés, n'est-ce pas ? 18 députés. Oui, il y a eu ce groupe. Ce groupe a été en contact, a fait des auditions énormes sur tous les sujets franco-allemands, avec les associations franco-allemandes, avec les transfrontaliers qui ont été très au présent. Moi, j'ai fait remonter des tas de choses qui me sont remontées des lycées franco-allemands. Voilà, on a été. Dire que ça n'a pas été préparé ou dire que ça a été préparé en catimini, c'est une erreur. C'est aux citoyens de s'intéresser, et tous les citoyens qui s'intéressent, il suffisait qu'ils se fassent traiter franco-allemand pendant 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus et que c'est public, que c'est ouvert, que voilà, que la presse, je dirais la presse superficielle, ne s'y soit pas intéressée, c'est vrai, mais le citoyen doit être plus fort que la presse artificielle. Il doit regarder votre blog. Merci. Beaucoup d'articles font allusion au dessin de genre vouloir désormais coopérer de plus en plus étroitement, comme à l'issue de tant de sommets franco-allemands. Mais il y a donc 2 lectures de ce traité, l'une qui estime que ces stipulations sont plutôt vagues, une autre lecture pourrait montrer que ce traité est une sorte de loi cadre pour la future coopération franco-allemande, un traité qui nous montre le chemin à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est plutôt une loi cadre, c'est évident. Je veux dire, quand un traité des 2 exécutifs dit qu'on va créer 10 lieux dans le monde où on va aller ensemble, on va créer 10 centres Goethe, Institut français communs à l'extérieur de nos frontières, c'est des choses. Voilà, on peut pas dans un traité dire. Faire les statuts, mais dire ça, c'est des choses très concrètes. Dire qu'on va trouver des solutions, qu'on va créer des entités transfrontalières, c'est des choses très concrètes. C'est pas à M. Macron et à Mme Merkel de changer la Constitution, ils ne le peuvent pas. Ça, c'est nous qui devons le faire. De travailler sur l'organisation de ces nouvelles régions frontières. J'aime beaucoup, moi j'ai fait un peu des mathématiques, la notion de gradient de frontières. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir on passera de France en Allemagne par une région frontière où, eh ben oui, il y aura une organisation territoriale un peu particulière qui, moi, me plaît beaucoup, avec plus de bilinguisme, avec des solutions, voire des solutions fiscales et des solutions légales qui seront propres. Ça ne me choque pas, et le traité ouvre cette possibilité. Maintenant, c'est aux régions, au peuple de prendre ça en main et de le faire avancer. C'est logique, c'est une loi cadre. Et extrêmement précise. Oui, si on prend quelques idées principales de ce traité, on voudrait
intégrer davantage les économies. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc vous faites allusion à des événements de ces derniers temps. Il y a un sujet qui a été en soubassement et qui est un sujet extrêmement citoyen, qui n'est pas... Voilà, c'est le droit des affaires franco-allemands. Par exemple, le droit des affaires franco-allemands, c'est quelque chose qui est en train d'avancer. Il y a quelque chose de très concret sur travailler ensemble sur le numérique, sur le Google, sur le Google européen, sur ce genre de choses. Il y a des choses très concrètes qui sont là derrière, que le traité ne pouvait pas dire autrement, parce que ce n'est pas les présidents qui décident et qui agissent dans ce domaine, mais qui sont très clairs. Ouvre une perspective. Voilà, et qui ouvrent même plus qu'une perspective, qui donne une recommandation, qui donne un ordre quasiment d'avancer à ceux qui doivent le faire. Oui, nous avons déjà parlé de ces actions de circulation transfrontalière, mais on dit aussi, il y a aussi une idée de tendre vers une sorte de diplomatie commune. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais la projection ensemble, la projection commune, donc dans la diplomatie, dans la soft diplomatie, c'est sûr, mais aussi dans la diplomatie, par exemple au Conseil de sécurité, ou dans ce genre de choses, d'avoir une position de plus en plus, une position franco-allemande qui soit une position qui lie les positions françaises et les positions allemandes ensemble. Oui. Il y a aussi un autre chapitre qu'on pourrait résumer avec cette phrase, se porter assistance. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de l'affirmer entre la France et l'Allemagne? Oui, parce qu'il y a encore des déséquilibres sur le plan militaire, il y a encore des déséquilibres, il y a encore derrière ce simple mot et ce simple paragraphe, il va y avoir peut-être une industrie commune, il va y avoir des décisions communes, il va y avoir une stratégie commune par région, par grande région conflictuelle dans le monde. Donc je pense que c'est important, oui. Mais il n'y a aucun dessein que la France va partager sa force nucléaire avec les États européens. Partager sa force nucléaire, la force nucléaire c'est de la force de dissuasion, donc ça se partage difficilement quand même, mais moi je crois que s'il y a une défense européenne, il y aura une défense qui s'appuiera sur les forces de chacun et sur les faiblesses de chacun. Puis, je rappelle souvent dans ma circonscription que effectivement on a tendance parfois quand on est franco-français à oublier que certains de nos frères européens regardent à l'Est et attendent le danger à l'Est. Et c'est important d'avoir cette vision commune, qui n'est pas forcément une vision similaire partout, une vision unifiée, mais une vision commune des lieux de danger et des endroits où il faut se porter assistance. Oui. Un complément du traité d'Aix-la-Chapelle est aussi issu du travail du groupe franco-allemand. C'est-à-dire, le 14 novembre dernier, les 18 parlementaires, ont présenté leurs conclusions de leurs travaux au président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, et au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Or, cet accord parlementaire franco-allemand n'a pas encore été signé lors de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle. Il est reporté autour de la loi de la ratification. Est-ce que c'est un mauvais départ pour cet accord? Non, pas du tout. Il s'agissait. On a longtemps cherché comment on allait appeler ce nouveau traité, le nouveau traité d'Aix-la-Chapelle. Est-ce que ça allait être le nouveau traité de l'Élysée? Je crois que de le faire à Aix-la-Chapelle était une très bonne idée, et c'est simplement qu'il y avait de la logistique à organiser et que on voulait pas qu'il y ait deux événements en même temps le 22 janvier dernier. Donc voilà, c'est. Qu'est-ce qui est pour vous la grande nouveauté de cet accord parlementaire franco-allemand? Je crois que sur le transfrontalier, il y a des avancées, qui vont être des avancées importantes. Et qui, vous savez, parfois, moi, je dis que dans ma circonscription, j'ai des Français, j'ai des Allemands. Enfin, non, dans cette partie de ma circonscription, j'ai des Français, j'ai des Allemands, et j'ai une troisième sorte, c'est les Franco-Allemands. C'est-à-dire des choses qui ne sont plus ni français ni allemands, mais qui sont franco-allemands, des gens. Et je pense que on va avoir des régions, effectivement, qui vont être ces espèces de territoires, qui vont être des territoires très particuliers. Et puis la deuxième chose, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à avoir une action dans le monde qui soit une action commune dans le monde. Oui.
Est-ce que ce groupe parlementaire qu'on va créer avec cet accord va pouvoir exercer une sorte de contrôle sur la coopération franco-allemande? C'est son unique objectif, enfin c'est son objectif principal. C'est-à-dire qu'il était logique que si on demande à des exécutifs de faire un travail commun, il était logique qu'il y ait une force parlementaire qui représente les peuples, qui contrôle ce qu'ils font. Donc cette assemblée double, alors évidemment, c'est une Versammlung en allemand, c'est pas, et en français ça fait un peu double emploi avec Assemblée nationale. Donc, mais ce groupe est un groupe dont le premier objectif est de contrôler comment le traité d'Aix-la-Chapelle sera mis en œuvre par les gouvernements, de la même manière qu'un parlement contrôle son gouvernement, son propre gouvernement. Voilà, les deux autres fonctions, ça sera de vérifier que les deux pays transcrivent de la même manière les circulaires européennes. Hein, voilà, c'est presque un moment où on doit un peu se frotter les yeux parce que deux parlements de deux États forment un groupe parlementaire ensemble. Oui. C'est une nouveauté, c'est une nouveauté dans le monde, n'est-ce pas? C'est une nouveauté avec cette force, je dirais, qui est liée au fait qu'on parle exactement, qu'il n'y a pas de, comment dire, cette force de travail et de statut. Hein. Mais il y a beaucoup d'assemblées parlementaires dans le monde, hein, ça existe. Moi, je participe à l'assemblée parlementaire de l'OSCE, il y a l'assemblée parlementaire de la francophonie, il y a l'assemblée parlementaire de l'OTAN. Hein. Ça existe que des assemblées parlementaires, mais elles sont beaucoup plus fractionnées. En fait, elles sont dans le même ordre de division que les exécutifs. Hein. Alors que là, on a vraiment un groupe parlementaire qui va vraiment avoir une voix pour contrôler ce que fait l'exécutif dans le cadre de ce traité. Merci bien, monsieur le député. Merci à vous.